Madame, monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce nouveau forum. C'est le porte-parole du gouvernement malien qui est monté au créneau pour l'annoncer avec solennité. Tentative de coup d'État contre le régime de transition. Qui en veut à Goïta, Maïga et les autres et pourquoi? Bamako parle d'une tentative en intelligence avec un pays étranger, qui se trouve derrière la déstabilisation du Mali. Nous évoquons ces questions avec la crème de nos spécialistes sur le plateau aujourd'hui. Nous les avons convoqués spécialement pour vous pour ce thème. Luc Abaki est avec nous. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Luc est journaliste, analyste politique, on va dire finalement spécialiste du Mali. On est passionné du sujet en tout cas. Avec lui, King Dodjro. King, bonjour. Bonjour cher ami Gilles. Le roi est dans la tanière. Le roi Dodjro est économiste, spécialiste en structuration de projets PPP. Mais finalement, analyste politique aussi, parce que l'économie, c'est aussi la politique, King Dodjro. C'est l'économie qui définit toutes les autres composantes d'une nation. Donc, si vous maîtrisez l'économie et sa structure, vous maîtrisez également les autres sujets, en commençant par la politique. Et le sujet malien, même s'il est d'ordre politique, je pense qu'à notre niveau, nous avons beaucoup d'éléments pour pouvoir partager nos avis sur les questions liées aux événements qui ont cours au Mali depuis certains moments. Surtout avec vous, on verra si le Mali continue de tenir le coup 5 mois après les sanctions économiques et politiques décrétées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Notre troisième invité, maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour. Maître est avocat au barreau de Lomé, mais avocat ailleurs, avant, en France notamment, connu pour avoir défié Bob Denard, le mercenaire français. Entre autres choses, mais bon, j'essaye quotidiennement de faire ce métier avec passion. Ça veut dire que vous connaissez les rouages des coups d'État. Vos analyses nous seront très utiles dans le compte de cette émission. Première question sans équivoque. Est-ce que vous croyez, en l'annonce du gouvernement malien, y a-t-il eu tentative de coup d'État à la lumière des faits qui vous ont été présentés, Luc Abaki? Est-ce qu'on croit? On n'est pas à l'église, hein. Puisque nous ne sommes pas à l'église, et puis moi, dans ma poursuite de journaliste, je travaille avec les faits. Je travaille avec les déclarations des hommes politiques. Et donc, je crois que, d'ailleurs, la déclaration qui a été faite par les autorités maliennes n'est pas surprenante. Je ne souhaiterais même pas faire une fixation particulière sur cette tentative de coup d'État parce qu'à mon sens, le Mali vit de façon permanente toute une série de coups d'État. Voyez-vous, si on doit même partir simplement de l'embargo, lui-même, qui a commencé depuis le 9 janvier, je crois que c'est un vrai coup d'État. Parce que l'embargo, les sanctions économiques et financières ne répondent à aucun principe juridique. Donc ça veut dire que l'ambition qui est nourrie derrière cette action, en tout cas ces mesures, c'est de déstabiliser fondamentalement le Mali, et donc en soulevant probablement la population. Et donc cet épisode n'ayant pas réussi, vous avez vu toute la détestation qui marque le langage des hommes politiques, notamment français, à l'égard des autorités maliennes. Et donc on a le sentiment qu'il y a une guerre permanente qui est quand même ouverte depuis la France, qui est très proprement relayée par les pays de la sous-région, notamment la CEDEAO, et puis un certain nombre de complices qui fait que finalement le Mali vit de façon continuelle des coups d'État. Donc nous n'avons pas besoin de croire à ce qui a été déclaré comme tentative de coup d'État le 11 et 12 mai dernier. Ce qui est certain, c'est que les Maliens font face à une épreuve assez dure, mais ils font preuve aussi d'un héroïsme remarquable que nous tenons à saluer ici. Les tensions politiques, diplomatiques sont une chose, tentative de coup d'État, c'est une autre affaire. Maître Éric Emmanuel Sosa, quand vous avez eu vent de cette tentative de coup d'État, est-ce que vous avez été surpris? Certains doutent, d'autres parlent de manipulation.
Surpris, non, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure Lucas Baki, nous sommes au Mali aujourd'hui devant un régime qui est devenu paranoïaque. Paranoïaque parce qu'il est accablé de partout et il ne se connaît plus d'amis. Donc à partir de ce moment-là, il devient ultra sensible à n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous savez, les tentatives de coup d'État, un coup d'État réussi est le seul coup d'État qui vaille. Tout le reste, c'est de la spéculation. Aujourd'hui, l'annonce de cette tentative de coup d'État ouvre la porte à toute forme de conjecture. Est-ce que c'est vrai d'abord? Parce que on nous parle de tentative de coup d'État, on ne dit pas qui sont les gens qui ont été mis aux arrêts. Un nombre d'officiers assez limité, on ne sait pas qui. Mais des noms circulent quand même. Oui, mais bon, enfin, des noms circulent, mais des faits aussi devraient normalement étayer l'accusation de tentative de coup d'État. On ne sait pas de quel fait il s'agit, quels sont les actes qu'ils ont posés, qu'il vaut que on dise finalement qu'il y a une tentative de coup d'État. Et puis, on dit qu'il y a derrière des puissances étrangères, mais allons dans la caserne même. Quand la caserne s'est déplacée dans les palais de la République, il y a un problème, parce que quand la politique est à l'intérieur de la caserne, en général, c'est le foutoir. Mais là, ici, nous avons la politique à l'intérieur de la caserne et la caserne qui s'est déplacée dans les palais de la République. Donc, du coup, vous savez, ce qui est détestable dans un coup d'État, c'est que c'est un formidable bouleversement qui se crée. À l'intérieur même de l'institution militaire, il y a également un bouleversement. Parce que vous avez des généraux, vous avez une hiérarchie militaire qui elle-même est bouleversée par un capitaine qui décide de prendre le pouvoir. Alors quand il prend le pouvoir, institutionnellement, il devient le chef des armées. Donc les gens qui étaient ses patrons, automatiquement, passent sous ses ordres. Donc, quelque part, ça aussi, ça crée un bouleversement. Et on peut comprendre qu'à l'intérieur de la caserne, ceux qui sont au pouvoir, qui sont des officiers, d'accord, mais qui ont rang subalterne par rapport à des chefs d'état-major, des grands généraux qui sont là, doivent avoir des ennemis à l'intérieur de l'institution militaire elle-même. Donc c'est pour ça que je dis, au Mali notamment, il y a énormément de problèmes avec l'armée. Ceux qui sont au front ne comprennent pas les décisions politiques qui sont prises en leur nom et qui les engagent et qui engagent leur vie. Et il y en a qui ont encore envie de venger ceux que Sanogo avait tués. Ça aussi existe au sein de l'armée malienne. Donc il y a une composante extrêmement multiforme qui peut justifier qu'il y ait un coup d'État à la junte aujourd'hui. On n'a pas nécessairement besoin que ce soit des puissances étrangères. Or, les puissances étrangères, diviser pour mieux régner, c'est connu. Ils savent que la junte actuelle leur pose problème, ils vont trouver à l'intérieur de l'armée des gens capables de faire le job et de remettre l'ordre ancien en place. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, toutes les conjectures sont permises. Oui, mais plus que jamais, est-ce que les forces armées maliennes ne semblent pas quand même soudées, puisqu'elles annoncent régulièrement des victoires sur le front terroriste? Pour une fois, est-ce qu'on ne sent pas une armée soudée autour de son chef? Malheureusement, non. Quand vous dites autour de son chef, c'est là le problème. Est-ce que le colonel Assimi Goïta est véritablement le chef de l'armée malienne? Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dans les autres pays, nous avons des civils qui sont à la tête des États, mais qui sont les chefs suprêmes de l'armée. Donc le fait que Goïta soit militaire et chef d'État, ça le met dans de un facto schéma institutionnel à la tête de l'armée. régulier. Dans un schéma institutionnel régulier, oui, le chef de l'État est chef des armées constitutionnellement. Or ici, nous avons, c'est pour ça que je dis qu'il y a un formidable bouleversement. C'est ce qui rend les coups d'État détestables et si peu souhaitables pour nos pays. C'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, mais si c'est aussi facile, nous aussi on peut le faire. Donc, si ce qu'il fait n'a pas l'heure de plaire à ses collègues, il faut qu'il se dise que de tous côtés, il peut recevoir des coups. C'est la raison pour laquelle dire qu'il y a une cohésion autour de sa personne à l'intérieur de l'armée, c'est finalement une apparence. King Dodjo, est-ce que vous en savez un peu plus
sur cette tentative de coup d'État qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme on dit souvent. Merci beaucoup déjà pour la pertinence du thème du jour parce que on ne saura répondre à cette question qui a une allure directe avec une réponse directe. Il faut aller dans le fond du sujet, faire un état des lieux. Nous sommes dans une situation de fait en fait au Mali. Et quand on est dans une situation de fait, il faut revoir ses arguments, il faut revoir le fond des analyses. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une situation d'une continuité de la vie de l'État dans la transition qui a lieu au Mali. Quelle est d'abord la finalité des coups d'État ou ce qu'on peut appeler entre guillemets coups d'État ou des renversements de l'ordre constitutionnel? Alors, ça consiste à instaurer un nouveau gouvernement, de nouveaux dirigeants. Mais quand on regarde le cas malien aujourd'hui concernant les militaires qui sont au pouvoir, qui gèrent les affaires courantes, qui continuent de contracter au nom du gouvernement malien, qui payent les salaires, qui s'occupent des affaires régaliennes de l'État malien, je pense qu'on doit plutôt avoir un nouveau regard. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 24 tentatives de coup d'État contre le président Assimi Goïta. Permettez-moi parce que je les ai recensés, permettez-moi de vous faire lecture, ça peut replanter le décor pour que les gens comprennent qu'il y a des éléments factuels et que ce ne sont pas des inventions quand on parle de tentative de coup d'État au Mali. Le premier, c'était d'abord ce qui s'est passé à la mosquée lors de la Tabaski. Le président Assimi Goïta a raté de justesse de se faire poignarder. Ça, je pense que nous en sommes tous au courant. La deuxième que je peux encore nommer, il y a ce qu'on appelle le principe de R2P. Ce principe à partir duquel une puissance militaire ou économique qui font partie des membres du Conseil de sécurité décide par un principe bien précis que nous devons attaquer ce pays parce que le pays dispose des choses qui menacent la sécurité du monde. Et les Américains l'ont fait en Irak, ouais. Les Français l'ont fait récemment au Mali. Et quand on regarde le cas malien, ils ont tenté également ce principe de R2P au Mali à travers cette idée, cette invention de toutes pièces sur l'existence de Wagner, qui sont des mercenaires russes. Malgré les déclarations du gouvernement malien, démontrant que nous n'avons pas de mercenaires sur nos territoires, on continue par leur asséner les mêmes coups pour justifier une intervention d'une puissance militaire étrangère dans le pays, soit disant que Wagner est une menace pour la paix dans la sous-région. On continue toujours, c'est une tentative. Troisième, c'est la déclaration unilatérale du président français qui demande d'arrêter les patrouilles conjointes des forces Barkhane et Takuba avec les FAMA à la date du 3 juin 2021. Vous savez, cette déclaration va directement à la violation de l'accord militaire qui lie le Mali et la France. Et en rappel, quand l'ancien président a contracté avec le gouvernement malien pour venir le soutenir, pour lutter contre le terrorisme, il n'y avait que Kidal qui a été pris. Mais 10 ans après, il y a 2/3 du territoire malien qui ont été pris. Vous comprenez? Nous sommes au 4e point. Il y a également, je vais parler du 5e point, le blocage de l'avion CASA de transport à l'époque par les USA à travers la complicité de la France et qui avait pour objectif d'empêcher le ravitaillement de la région du nord du Mali. Et le prétexte là-bas, c'était l'utilisation des mineurs dans l'armée malienne, ce qui constituait un mensonge aussi.
quand on dit vous utilisez les mineurs dans la même haleine, on veut se donner également la même raison que je viens d'évoquer, les R2P. Les raisons sont longues, hein. J'ai énuméré jusqu'à 24, si cela peut nous aider. On ne peut pas les énumérer. On peut pas, ok. Maintenant, oui, comme on n'a pas le temps, mais c'est pour dire que de façon reposée, j'ai énuméré les différentes tentatives de coup d'État sur le régime en présent. Alors, parlant de ce qui s'est passé dans la nuit du 11 au 12 mai matin, bien évidemment, tout porte croire que il y avait des forces en attente de la CEDEAO qui avaient des mercenaires de la France, les mercenaires français, et certains éléments de l'administration publique. On a arrêté certains militaires déjà qui sont auditionnés et les enquêtes continuent toujours. Et je pense que les jours à venir nous en diront assez sur l'identité. D'abord, les noms circulent, on a les noms. C'est pas peut-être le lieu de les citer, mais s'il y a besoin, on les citera. Mais il y a certaines autorités militaires qui ont été arrêtées. On questionne également ces individus qui ont été arrêtés dans le cadre de cette tentative. Je pense que les résultats nous seront rendus publics. L'État malien est un État responsable qui lutte pour sa souveraineté. Et je doute fort qu'il se permettait de faire des déclarations sans fondement. Et ces déclarations, s'ils ne sont pas fondées, viendra violer le principe de tangibilité des faits avant de les déclarer. Et je ne pense pas qu'un État de droit pourrait se permettre de déclarer des choses non fondées. Et quand l'État malien dit... Un État de fait. Hein. Pardon? Un État de fait et non un État de droit. Non, je dis bien État de droit. Je dis bien État de droit. Parce que même si nous sommes dans une situation de fait, il y a un État de droit. Et le droit est toujours dit au Mali. Et c'est pourquoi on arrête les gens pour les auditionner, pour les besoins de l'enquête. S'il n'y avait pas de droit dans le pays, on n'allait pas les arrêter, on allait les fusiller. Luc Abaki, est-ce que les 7 militaires arrêtés suffisent pour confirmer la thèse de coup d'État en dehors des probabilités que vous avez avancées? Est-ce que ce sont des pièces à conviction? Non, mais en l'état actuel des choses, je pense que quand l'enquête est ouverte, c'est ce qu'ils ont dit, tout simplement. Donc, à partir de l'instant où il y a des indices concordants de culpabilité qui pèsent sur certaines personnes, bien sûr qu'il faut les arrêter. Et puis ensuite, à partir des aveux que ces derniers auront à faire, cela permet justement de dérouler l'enquête et donc d'aboutir éventuellement à un résultat plus probant. Voyez-vous? Donc, que les gens aient des doutes aujourd'hui sur la véracité de ce coup d'État, on peut bien le comprendre, parce que les éléments suffisamment étayants ne sont pas encore là. Mais tout compte fait, je pense que M. Todio était en train de le dire tout à l'heure, il ne sert à rien pour un régime qui fait face à plusieurs feux à la fois, qui a plusieurs défis à relever, de faire des déclarations à l'emporte-pièce sans avoir des éléments probants qui puissent soutenir et conforter la crédibilité, voilà, des déclarations qui sont faites. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense que les autorités maliennes, bien qu'elles soient plutôt plus en majorité militaire, font preuve d'un pragmatisme dans la gouvernance actuelle. C'est vrai qu'elles sont venues par un coup d'État qui n'est pas forcément souhaitable dans un pays qui aspire à asseoir les fondamentaux de la démocratie et à les consolider. Mais tout le monde sait tout le contexte, les contraintes et tout ce qu'il y avait comme anomalie dans la gouvernance de ce pays et qui, malheureusement, a justifié l'intervention des militaires donc, dans l'exercice du pouvoir. Je crois que tous ces faits-là sont derrière nous aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de voir la méthode avec laquelle ces nouveaux dirigeants militaires sont en train de dérouler la politique. Et j'observe avec intérêt que ces dirigeants militaires, je l'ai dit, sont en train de faire preuve de pragmatisme, mais surtout aussi de leadership. Parce que, pour l'essentiel, la plupart des mesures, des décisions, de la posture même des gouvernants se fondent fondamentalement sur les aspirations profondes du peuple. Et puis, ils ont cette intelligence de prendre à témoin le peuple,
de l'informer au quotidien et en même temps de partager avec lui tous les enjeux. C'est ce qui crée précisément la complicité entre les dirigeants et les dirigés et qui finalement fait la force de l'équipe gouvernementale actuelle. Parce que, voyez-vous, à partir du moment où les dirigeants se heurtent à une opposition farouche au plan international, leur seul refuge reste le peuple. Et ça, c'est ce que la plupart de nos dirigeants ne comprennent pas, que dès l'instant où ils sont élus, où ils sont sur le piédestal de l'État, leur vocation, en tout cas, tout l'intérêt qu'ils ont, c'est de composer fondamentalement avec le peuple, puisque leur gouvernance est destinée à justement épanouir ce peuple, à l'éclairer, à le faire évoluer, à l'organiser, etc., etc. Donc, dès l'instant où les dirigeants maliens ont acquis la complicité farouche du peuple malien... Oui, mais vous parlez de complicité farouche, mais ceux qui ont été arrêtés, les militaires, ils sont des Maliens. Il y a toujours des brebis galeuses. Voyez-vous, attention, je pense que Maître Sousa avait effleuré cet aspect en disant que lorsque vous venez par coup d'État, bien sûr, il y a une désorganisation, et puis il faut vous attendre à ce qu'il y ait des ennemis. Et puis, le changement ou l'évolution s'est toujours heurté à des oppositions. C'est dans la nature de l'homme d'avoir peur de l'évolution, des mutations, etc., etc. Et donc, l'essentiel, c'est tout l'intérêt de la politique qui est déroulée. Est-ce que la démarche des dirigeants maliens aujourd'hui vise le bien commun? Est-ce qu'elle vise fondamentalement à épanouir le peuple dans son ensemble et à faire en sorte à donner à cet État la souveraineté dont il a besoin pour s'assumer par lui-même et pour lui-même? Voyez-vous? Donc, au regard de tous les éléments que l'on peut compiler aisément, qui ont été posés comme actes dans le compte donc, de ces dirigeants, on a le sentiment quand même qu'ils ont bien compris tous les enjeux qu'il y a et qu'ils n'ont pas de refuge ailleurs qu'en leur peuple lui-même. Voilà. Maître Mani, sur ça, vous êtes quelque peu dubitatif, on va dire. Oui, je suis dubitatif. Pourquoi? Parce que, d'abord, la première erreur de la junte, c'est le coup d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire que l'éviction de Bandao, pour des motifs aussi versatiles que la nomination d'un ministre ou d'un directeur de régie qu'on n'a pas approuvé, a été quelque chose qui était fortement mal ressenti par beaucoup de Maliens. Et si vous voulez, bon, monsieur Lukabaki, vous êtes un homme de communication, mais un régime comme celui-là fait davantage de propagande qu'il n'informe. Parce que dire que tous les jours on informe le peuple de ce qu'on fait, non. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce qui est dit par la voix de son maître, c'est-à-dire les médias officiels, vous avez vu qu'ils n'ont pas hésité à interdire RFI, France 24, etc. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de médias privés maliens qui ont également été mis en mode de silence. Est-ce que l'interdiction des médias suffit pour dire que le gouvernement malien fait de la propagande? D'ailleurs aussi, la France a interdit Rochette Toudé. Non, attention, je ne suis pas en train de faire ce parallèle. Je parle de ce qui se passe actuellement au Mali. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, bon, disons, on ne veut entendre que certaines voix et pas d'autres. Je ne dis pas que la catéchèse de RFI et de France 24 soit nécessairement ce qui fait du bien au régime malien, pas du tout. Non, parce que eux aussi, ils sont en mission commandée. Eux aussi, ils servent des intérêts bien connus, les intérêts de la France. Bon, on ne peut pas leur faire reproche de cela. Mais refuser qu'il y ait, disons, de la contradiction et d'autres points de vue, c'est déjà aussi une façon de pratiquer, une façon, on va dire, monolithique de la diffusion de l'information. On ne veut entendre qu'un son de cloche et aucun autre. Et dans ce genre de schéma et dans ce climat et dans cette mentalité, à l'intérieur des institutions maliennes et de l'armée, tout militaire qui ne pense pas comme voudrait qu'on pense les chefs de la junte n'est pas le bienvenu et peut se retrouver totalement accusé de tentative de coup d'État. Parce qu'il faut bien trouver quelque chose pour le faire taire ou pour le mettre hors d'état de nuire. Donc, vous savez, une accusation de tentative de coup d'État peut être faite de n'importe quoi. On peut
parce que vous avez reçu un coup de fil, parce que vous avez appelé quelqu'un qui se trouve en territoire dit ennemi, on peut vous accuser pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais il peut y avoir de vraies raisons aussi. Oui. Vous qui avez écouté Bob Denard devant là-bas, vous savez qu'il a été auteur de tentatives de coup d'État. Oh, oui, lui c'était le grand spécialiste du coup d'État. Et il sait, parce que bon, scientifiquement, comment ça s'organise. Et ça s'organise la plupart du temps, pour pouvoir réussir, par la désorganisation à l'intérieur de l'armée du pays dans lequel on va faire le coup d'État. Ça, c'est le b.a.-ba de la chose. Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis, quand on nous dit qu'il y a une puissance derrière, qui vous dit que... Vous savez, je me souviens toujours de l'assassinat de Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les États-Unis seraient derrière, Houphouët-Boigny serait derrière, le Libéria serait derrière, etc. Donc ça peut aussi bien être simplement des puissances sous-régionales de la CEDEAO qui voudraient se débarrasser de cette junte qui finalement leur pose beaucoup de problèmes. Donc en allant au sein de l'armée, on va trouver finalement des gens capables d'épouser une autre sensibilité que celle de la junte officielle. Oui, mais si cette possibilité existe, mais sur quoi se fonde votre doute? Mais mon doute se fonde sur le fait que nous avons une annonce d'une tentative de coup d'État, des gens qui ont été mis aux arrêts, mais pas de faits qui les corroborent. C'est la raison pour laquelle je me dis, j'attends de voir, j'attends qu'on me dise, parce que bon, dans le schéma d'un coup d'État, il n'y a jamais d'aveu qui vaille. Il n'y aura peut-être pas d'aveu, mais il y aura quand même accusation de coup d'État. Malgré les dénégations, quand on vous en veut d'avoir organisé un coup d'État, on interprétera à vos dépens tous les gestes et tous les actes que vous auriez posés en tant qu'officier dans une armée. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'attendre des preuves. Et si elles avaient existé, je crois qu'on les aurait exhibées tout de suite. Oui, mais avant le procès, Oui, vous non, voyez le gouvernement malien C'est un communiqué, c'est en train peut-être de dévoiler sur la place publique des communications qui ont été interceptées. C'est pour ça que je dis, dans ce cas... Des sacs d'argent, parce qu'on a entendu dans ce cas, dire que... Dans ce cas, comme on dit la grande muette, on met aux arrêts d'abord et on règle d'abord la situation dans la caserne. Au lieu de venir appeler le peuple à témoin et le monde entier finalement, pour dire, regardez, il y a une tentative de coup d'État, des gens sont concernés, il y a une puissance étrangère derrière. Bon, suivez mon regard, parce qu'aujourd'hui, on va se mettre à l'aise, hein. On ne va pas faire de mystère non plus. La France a finalement le bon ticket pour être le bouc émissaire idéal. Elle a tout pour gagner ce galon, donc bon, mais d'accord, on peut rajouter un peu plus. Donc vous voyez, c'est un peu trop facile et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de tomber dans le piège de cette facilité-là. Vous parlez de la France. Sur les réseaux sociaux, on a cité aussi un pays voisin, un pays africain. C'est bien ce que je viens de dire. Il peut y avoir des puissances sous-régionales, puissances entre guillemets, qui voudraient aussi se débarrasser de cette junte qui finalement est un caillou dans le jardin de la CEDEAO. Donc finalement, King Dojo, qui est derrière cette tentative de... J'aimerais bien continuer à égrener mon chapelet de 24 tentatives en question. Mais bon, comme l'émission n'a pas assez de temps, mais il faut quand même rappeler ceci. Maître Sosa disait tantôt que on désigne l'armée comme étant la grande muette et qu'il aurait préféré qu'on se taise sur l'arrestation de ces officiers de l'armée malienne et faire les enquêtes avant de pouvoir rendre public les sujets. Bon, ce qu'il faut noter ici, il ne s'agit pas seulement des militaires qui ont été arrêtés. Il y a les politiciens qui ont été arrêtés, il y a les agents de l'administration publique qui ont été arrêtés, il y a les activistes qui ont été arrêtés. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc aujourd'hui, du moment où on arrête les civils, il faut justifier leur arrestation. Si c'était seulement les militaires, on les aurait coincés dans les casernes. Donc du moment où les renseignements les renseignements ont permis aux autorités maliennes d'identifier d'abord la menace et les auteurs de la menace, mais c'est tout à fait normal qu'ils communiquent, parce que s'ils ne communiquent pas, mais à qui profitera le fait de ne pas communiquer? Et je reviens encore sur un autre élément. Les autorités maliennes actuelles ont toute une raison de communiquer ainsi avec le peuple, parce que c'est grâce au peuple qu'ils sont là. Vous savez,
c'est à la suite d'un soulèvement populaire que tous ces événements en cascade se sont déroulés et continuent de se dérouler aujourd'hui au Mali. Quand on a fermé les frontières et qu'on coupe les banques maliennes d'opérer avec la BCEAO, c'est dans le des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est dans le but effectivement de pousser la population à se soulever contre les autorités actuelles. Quand on ferme les frontières avec le Mali, on dit à tous les pays de la CEDEAO, ne commercez plus avec le Mali, c'est dans le but d'affamer le peuple et que le peuple affamé puisse se soulever contre les autorités actuelles. Si aujourd'hui les autorités actuelles ne sont pas en phase avec le peuple malien, je pense qu'il y aurait déjà un autre soulèvement dans ce pays. Nous parlons des faits. Les faits aujourd'hui et la réalité, c'est que les autorités actuelles ont reçu mandat plein du peuple malien. Et c'est pourquoi je dis que c'est un régime de fait, c'est un gouvernement de fait et qu'il faut qu'on ait un autre regard sur l'analyse que nous portons sur ce régime. Maître Sosa ne semble pas être d'accord avec vous. Oui, je ne veux pas forcément qu'on soit d'accord, mais allons vers les faits. Si le coup d'État réussit, cela conclurait que le Mali a un service de renseignement défaillant. Mais quand le coup d'État n'a pas réussi, qu'on a arrêté les auteurs, félicitations au gouvernement malien qui veille et qui prend au sérieux sa souveraineté nationale, qui veille sur la défense du territoire et la défense des institutions de l'État. C'est un gouvernement de fait. Ce sont les soulèvements qui vous propulsent à la tête d'un État. Du moment où vous avez les prérogatives d'un chef d'État, vous avez tout pouvoir de gérer les citoyens, gérer les institutions de ce pays. Et je pense que c'est à féliciter qu'ils aient déjoué ce coup d'État de dernière minute. Et ils ont pris même le temps de bien vérifier les informations avant de rendre publiques les informations. Oui, mais justement, la question, qui est derrière cette tentative de coup d'État selon vous? Aujourd'hui, je pense que quand je commençais à énumérer les différentes tentatives de renversement, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui tentent de part et d'autre. Quand vous vous imaginez que l'ambassade de France sert de lieu de réunion aux politiciens qui ne sont pas d'accord avec les autorités actuelles, ça sert à quoi? Quand vous êtes... Oui, mais dans tous les pays quand du nous monde, sommes... des ambassades... Il y a de cela 2 ou 3 mois en arrière, un individu qui se se lève en Côte d'Ivoire qui se déclare président du Mali. Dans un pays de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc aujourd'hui, les autorités maliennes, je pense qu'ils détiennent des informations très importantes, je pense très vraies d'ailleurs, qui les amènent à dire, nous connaissons les pays qui sont derrière ces tentatives et nous allons les rendre publics plus tard à l'issue de l'enquête. Et moi, je pense qu'ils sont à féliciter parce qu'ils sont des braves Africains qui défendent aujourd'hui une autre lutte de notre peuple vis-à-vis des Occidentaux qui nous ont toujours servi. Qui a inventé le mot coup d'État? Revenons encore dessus. Il y a 2 façons d'opérer pour renverser ou bien changer l'ordre constitutionnel sur le continent et dans le monde. Les Américains ne procèdent pas des soulèvements populaires. Ils financent les peuples pour se soulever. Les Français opèrent par coup d'État direct. C'est-à-dire qu'ils arrivent à instrumentaliser une partie de l'armée pour agir. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais quand on est en face, ce mot coup d'État n'existe pas dans nos langages. Dans nos vernaculaires, dans nos patois, si je veux dire. Est-ce qu'on faisait des coups d'État sur nos rois? Il n'y en avait pas. Mais quand on se réfère à l'histoire de la France, ils ont même décapité certains de leurs rois. Donc c'est de leur habitude de renverser l'ordre constitutionnel, l'ordre des choses. Et c'est ce qu'ils nous ont apporté sur nos territoires quand ils nous ont colonisés. Ils continuent d'imposer les dirigeants à travers ces instrumentalisations. Moi, je pense que nous devons nous Africains, on doit avoir un autre regard sur la crise malienne qui, aujourd'hui, quand il y avait eu la crise en Côte d'Ivoire, il a suffi seulement qu'on dise que Gbagbo Laurent employait des enfants dans les champs de café cacao.
qu'on mette l'embargo sur ce pays. Donc, ils ont évoqué toutes ces raisons de A2P pour pouvoir renverser le régime en place. Mais ça ne marche pas parce que le peuple malien est en phase avec son dirigeant. Les téléspectateurs vont nous dire ce qu'ils pensent de la situation, de la tentative de coup d'État annoncée par le gouvernement malien. Le contact, je vous le rappelle tout de suite, plus 228 96 46 10 31. 96 46 10 31 précédé de l'indicatif plus 221. Écrivez-nous et dans la seconde partie, nos invités vont vont répondre à vos différentes questions. Louis Kabaki, qui est derrière ce coup d'État? Question récurrente. J'aimerais rebondir Parce que rapidement je n'ai pas sur encore trouvé les éléments qui ont satisfaction. été évoqués par M. Sosa lorsqu'il parle de propagande et tout ça. L'on convient évidemment que lorsqu'on est dans un contexte pareil, on a besoin de mobiliser le peuple autour des concepts, autour des idéaux, autour des idées fortes. Vous savez, vous ne l'auriez pas présenté comme un avocat que de par son raisonnement, je l'aurais perçu. Tout simplement parce que, vous savez, il y a parfois une déviance professionnelle chez nous. Moi, j'ai parlé des faits sur lesquels moi je m'appuie pour raisonner. Et donc, dans son raisonnement, on sent que c'est un avocat parce qu'il défend toujours toutes les causes. Il ouvre son esprit sur toutes les possibilités. Et puis, c'est de bonne guerre. Même le diable, alors. Pardon? Même le diable. Ben voilà, bien sûr. Donc, voyez-vous, dans ma posture de journaliste, je dis je travaille avec les faits. Et donc, lorsque je dis que les Maliens communiquent bien, et qu'ils partagent donc les enjeux, les défis qui se posent aux problèmes au pays malien avec le peuple en vue d'avoir leur complicité, c'est qu'il y a des faits en la matière. Toutes les fois qu'ils sortent un communiqué, je prends juste le communiqué qui fait part de leur sortie du G5 Sahel. Ils sont partis d'un certain nombre d'éléments factuels. Ils les ont évoqués jusqu'au bout avant de tirer la conclusion qui est que, au regard de tous ces éléments-là, nous sommes obligés à notre corps défendant de sortir de cette structure-là. Et toutes les communications, c'est de cette manière-là. Et puis, nous sommes au XXIe siècle. En fait, on ne peut pas étouffer aujourd'hui les opinions des citoyens. Si les médias officiels empêchent des voix dissonantes de se faire entendre, les réseaux sociaux sont tellement puissants qu'en fait, s'il y avait des voix sérieuses, des gens qui avaient des idées assez lumineuses, qui vont à l'encontre de la vision actuelle des dirigeants maliens, nous les aurions connus. Mais le bon sens nous impose aussi de voir, mais pourquoi autant de puissances au plan international se liguent fondamentalement contre le Mali et ses dirigeants, alors qu'en fait, l'aspiration profonde de ce peuple est de conquérir simplement sa souveraineté. Et donc, pour comprendre cela, nous devons alors faire le parallèle avec la situation de nos pays même, qui sont dans une fatalité absolue et qui sont là juste pour exécuter un certain nombre de consignes qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Je crois savoir qu'il a même fait part de ce que la France est bien disposée pour avoir le galon, d'être derrière ce coup d'État. Mais pourquoi? Parce que justement, la France a prêté le flanc à travers sa communication politique, à travers les propos qui sont tenus jusqu'au sommet même de l'État français, qui donnent l'impression qu'en fait, il s'adressait à des garçons de course. À travers son passé aussi. Hein. À travers le passé même de la France, bien entendu. Mais dans tous les cas, moi, j'observe qu'aujourd'hui, nous, les pays de l'Afrique, de l'espace francophone, nous devons pouvoir travailler pour tendre vers notre affranchissement, notre autodétermination, de manière qu'on puisse quand même affirmer notre identité. Et donc, on ne peut pas, dans ces circonstances-là, accepter qu'une soi-disant puissance occidentale puisse parler de nos dirigeants avec autant de condescendance, autant d'arrogance, autant de mépris, comme si nous étions des sous-hommes. Donc, à partir de cet instant-là, on comprend. Et puis, en regardant les méthodes de la France, tout le monde sait qu'elle ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui, un pays de l'espace francophone veuille la contourner ou bien de s'affranchir de son pouvoir tutélaire habituel, connu comme tel, voyez-vous. Donc, tous ces éléments se liguent, bien sûr, non seulement contre la France, mais aussi contre ses complices de la sous-région qui sont rentrés dans cette maladresse de prendre des décisions contre un pays souverain sans s'appuyer sur des principes juridiques. Au point même où la Cour de justice
de l'UEMOA, qui est donc l'instance de régulation, tu vois, des différends entre les pays membres, donne un arrêt ordonnant le sursis à exécution donc, de ces sanctions, et que de façon politique, de go, sans éléments, bien sûr, probants ou juridiques, on décide de ne pas exécuter. Donc, on sent alors que les gens ont personnalisé tout simplement le problème malien et ils ont décidé, ils ont vu leur ego blessé. Dans ces circonstances-là, nous ne pouvons que défendre la cause du Mali. Parce que nous percevons à travers l'attitude des Maliens, aussi bien des dirigeants que du peuple, une aspiration profonde qui est d'ailleurs partagée par l'essentiel des nouvelles générations d'aujourd'hui, qui est donc d'arriver à une liberté absolue et d'agir en tant qu'être humain tout court. Maintenant, qui est derrière ce coup d'État, on peut tout simplement imaginer que ce sont aussi des citoyens maliens qui aspirent ou alors qui ont une perception du pouvoir comme étant un instrument de jouissance. Ils ont envie, je pense que le maître l'avait dit, si vous êtes venu par un coup d'État, et on va se dire, si c'est facile, nous aussi on peut aller. Voyez-vous, il peut y avoir beaucoup d'idées autour, mais ce qui est sûr, c'est que si les autorités maliennes sont obligées d'indexer à la fois certaines personnes à l'intérieur et à l'extérieur, c'est que l'extérieur aussi a prêté le flanc. Peut-on donc croire déjà aux événements? Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que quand on avait annoncé la mort des Mauritaniens par la tuerie des Mauritaniens par les FAMA, si on ne croit pas aux événements du 12 mai, est-ce qu'on doit croire au moins aux événements qui ont lieu au Mali, qu'ils ont qualifié de violation de l'espace aérien de l'État malien? Peut-on croire également à ça? Parce que c'est des successions de tentatives qu'il faut énumérer pour comprendre qu'ils ont échoué dans toutes les tentatives et qui passent maintenant à une vitesse supérieure qui s'est déroulée le 11 et le 12. Donc aujourd'hui, il est très important de comprendre qu'ils utilisent tous les ennemis de la nation, les ennemis des autorités maliennes actuelles, utilisent tous les moyens nécessaires et les tactiques pour pouvoir arriver à leur fin. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Finalement, vous finirez pas égrener vos 24 points. Hein. Je continue, je sens de les égrener, bien sûr. En une minute avant la pause, Maître Sosa, finalement, le client en France, est-ce qu'il est défendable au vu des arguments avancés par les uns et les autres, non seulement son passé, mais aussi le discours belliqueux envers les autorités il ne s'agit absolument pas de défendre la France, qui s'est accablée toute seule dans cette affaire malienne, et de sorte que, en aucune manière, sa position ne serait défendable. Ce que je veux dire, parce que là, le thème du sujet, c'est qui est derrière la tentative de coup d'État. Bon, d'abord, je voudrais considérer la tentative de coup d'État en tant qu'événement. Et M. Abaki disait tout à l'heure que j'ai, par des formations professionnelles certainement, un doute, on va dire tout à fait cartésien par rapport à la situation. Mais c'est le respect sacro-saint de la présomption d'innocence. Quand bien même on aurait arrêté quelqu'un, couvert de cendres, et comme dirait, il est allé voler le pain dans le four à pain, j'attends de voir le pain, j'attends de voir qui l'a vu rentrer dans le four, et j'attends de voir comment on l'a sorti avant de savoir si oui ou non il est coupable et si je peux le défendre ou pas. C'est la raison pour laquelle je dis, attention, et M. Abaki a dit quelque chose que j'approuve totalement, il a dit la façon dont il communique. La communication n'est pas l'information. Soyons d'accord sur ça au moins. Ça va nous permettre d'avancer. Ah oui, mais elle s'appuie sur l'information. Hein. Non, mais et puis, il y a le dernier point. Dire que c'est au nom du peuple. Pardon, qui a mandaté M. Goïta et sa clique pour venir prendre le pouvoir? Ils ont demandé le mandat de quelqu'un? Non. Donc ils ne peuvent pas venir dire que ce qu'ils font doit recevoir l'onction du peuple parce qu'eux le décident. Ils ne peuvent pas parler au nom du peuple qui... Mais si. Non, attention, dans l'expression souveraine de son pouvoir, attend qu'on lui demande d'élire les édiles, qu'on lui demande de se choisir des édiles. Ceux-là ne peuvent pas dire que nous sommes venus nous installer à la tête de l'État par la force de la gâchette et dire que tout ce que nous le faisons au nom du peuple. À ce moment-là, non, c'est une façon très dévoyée d'interpréter à son profit une captation d'un pouvoir, parce que si le pouvoir appartient au peuple, alors c'est au peuple que vous l'avez volé, par braquage. Alors au nom de qui agissent-ils? Non, attention. Est-ce que nous reconnaissons au moins
qu'aujourd'hui, les autorités maliennes qui sont là à la tête des institutions agissent au nom du peuple malien. Attendez. Non, parce que là encore une fois, je l'ai toujours dit ici. On comprend que le coup d'État n'est pas souhaitable. Avec beaucoup de prudence. Attention, un coup d'État, même si Assimi Goïta avait raté son coup d'État, est-ce qu'il pourrait dire qu'il a fait cette tentative au nom du peuple ou pour défendre les intérêts du peuple? Non. Donc, à chaque fois que vous avez réussi un coup d'État, mais c'est bonanza. Vous avez raflé tout, vous avez la banque. Mais je pense qu'il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé au Mali. Oui, hein. le Mali, débat Assimi devient- Goïta n'est pas venu faire coup d'État. Si vous voulez C'est la bien- suite d'un soulèvement populaire C'est que un l'armée, achèvement. bien sûr, que l'armée a pris ses responsabilités pour limiter les dégâts. Oui, On est d'accord. je vais vous redonner la parole, ça devient passionnant. Mais là, nous sommes obligés de marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum. A tout de suite.